Bonjour, bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. Je suis Amélie Dag et avec Perrine Corvézier, nous dirigeons la société Human Learning Expedition, ou HLX, qui produit ce podcast. Pour tout savoir sur ce que nous faisons et retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site humanlx.com, humanlx.com. On croit qu'on convainc rationnellement par les idées. Ça compte, je dis pas le contraire, mais c'est pas forcément l'essentiel. On peut avoir des idées extraordinaires, si le médium n'est pas en accord avec ses idées, ne le sert pas, ça ne marchera pas. Ce que j'adore dans la réalisation de Talents Précieux, c'est bien sûr la découverte de personnes que je n'aurais jamais eu l'audace d'aborder sans le prétexte de l'interview, et c'est aussi la joie de retrouver des individus rencontrés au seuil de notre vie adulte pour les faire raconter quelles personnes ils sont devenus 20 ans après. C'est le cas d'Ismaïl Diédiou. Ismaïl est aujourd'hui consultant en communication institutionnelle et en charge de la direction clientèle et de la stratégie digitale de l'agence Wordpil, fondée par Laetitia Puy-Fauché. Dans cet épisode, Ismaïl nous parle de cet art d'influencer qui le passionne et nous livre quelques astuces qui vont, j'en suis sûre, changer la façon dont vous vivez les réunions. Il nous décrit aussi la rigueur, l'excellence et l'engagement de résultats qui pourraient résumer la culture de l'agence. Un grand merci à Ismaïl de nous avoir livré un aperçu de son univers et de s'être prêté au jeu de nos questions. Bonne écoute. Ismaïl, bonjour. Bonjour Amélie. Merci de me recevoir dans vos superbes locaux, chez Wordpil. Chez Wordpil, exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier ? Mon métier, je porte le titre pompeux de vice-président stratégie de l'agence Wordpil. Qu'est-ce que ça recouvre exactement ? Nous sommes dans le conseil en communication éditoriale, c'est-à-dire que nous produisons des contenus, des textes, des vidéos, des infographies, voilà, toutes sortes de contenus pour des grandes entreprises, essentiellement des entreprises du CAC 40, pour les aider à communiquer sur leurs activités, sur leur politique de responsabilité sociale. Essentiellement, nous, on s'adresse aux parties prenantes qui ne sont pas les clients. D'accord. Principalement. On a quelques exceptions dans nos comptes, mais on est plutôt sur la communication corporate, institutionnelle, donc dédiée soit au monde politique, à la société civile, aux associations, parfois aux salariés également, aux collaborateurs, voilà, mais toutes les parties prenantes qui ne sont pas l'entreprise. Et donc moi, mon rôle, donc vice-président stratégie, qu'est-ce que ça recouvre ? C'est essentiellement la direction de clientèle. Donc j'ai la responsabilité d'un certain nombre de comptes, de grands comptes de l'agence. Voilà, pour lesquels j'ai la responsabilité de développer le volume d'affaires et puis de mener à bien les missions. Ça, et puis chaque directeur a une responsabilité aussi, incarne une expertise de l'agence. Et moi, c'est la stratégie digitale. Voilà. D'accord. Tu peux nous donner quelques exemples de vos clients ? Absolument. On travaille à peu près avec les 2/3 des entreprises du CAC 40. Voilà, c'est ça nos clients. Notamment, moi, je m'occupe du groupe Total, qui est un des entreprises importantes de notre portefeuille de clients. Le groupe Air France également. La Poste, le groupe La Poste. Le groupe BPCE. Et vous intervenez sur des sujets, la communication de fond et la communication de crise aussi, ça vous arrive d'être Absolument. sur ces sujets-là ? D'accord. C'est un des volets de notre portefeuille de services, tout à fait. Tu me disais que vous étiez 75 dans l'agence ? Nous sommes 75. Alors, l'agence Wordpil fait elle-même partie d'un groupe d'agences qui s'appelle le groupe Pellam, D'accord. qui au total lui fait 75 salariés. Dans ce groupe, il y a plusieurs agences. Donc, à l'agence Wordpil, il y a une agence qui s'appelle aussi Pellam, ce qui complique un peu les choses. Ok. Qui fait à peu près le même métier que nous. Il y a une agence qui s'appelle Alto. Nous sommes dans les locaux d'Alto, qui est une agence de services linguistiques, interprétation, traduction, etc. Et nous avons également un studio graphique qui s'appelle L'Éclaireur. Et puis une agence de communication spécialisée dans les événements sportifs et solidaires qui s'appelle Caseo. Voilà. Et chez Wordpil, quel est le profil ou quels sont les profils des salariés, des collaborateurs ? Nous avons ce que nous appelons nous des content champions. Wow. En français, chef de projet éditorial, c'est moins sexy déjà. Ah oui, je comprends, oui.
Donc ce sont des chefs de projet éditoriaux dont le job est centré sur la production éditoriale, donc la rédaction, la conception, rédaction de textes. Pourquoi chefs de projet éditoriaux? Parce qu'en fait, ils peuvent être amenés à rédiger eux-mêmes. Ils vont corriger les textes qui sont aussi rédigés, mais ils font travailler tout un tas de corps de métier, dont des rédacteurs, dont derrière ils éditent le travail, ils relisent, ils éditent le travail. Ils finalisent également en général les articles. Mais ils font aussi travailler des graphistes, ils peuvent faire travailler des développeurs. Puisqu'en fait, nous, on est sur le contenu, mais on est sur le contenu de A à Z, c'est-à-dire de la conception de la stratégie éditoriale, jusqu'à la mise en ligne, en passant par le développement des interfaces. Et tout support, c'est pas. Tu parles de mise en ligne, il n'y a pas que du digital, j'imagine. C'est l'essentiel de notre travail quand même. On est quand même beaucoup digital, mais on fait aussi du print. Donc effectivement, c'est surtout support. Donc digital, réseaux sociaux, web et puis print. Tout à fait. Notamment les rapports d'activité, rapports intégrés, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le métier de base, je pense à l'agence Word Appeal en tout cas, le métier de content champion. On a aussi des video champions, donc c'est des gens qui sont spécialisés dans la production vidéo. Et puis comme je l'ai dit, dans les agences sœurs, on a des directeurs artistiques, des directeurs de création. Toi, tu es dans cette agence depuis combien de temps? Depuis 2012. D'accord. Depuis 2012, voilà. Et avant, tu peux nous dire, ou c'est un secret, ce que tu as fait avant de rejoindre Word Appeal? Je me suis retrouvé dans le monde de la communication un peu par hasard, parce que à l'origine, moi, j'étais spécialisé en stratégie, donc j'ai commencé en conseiller en stratégie chez Bain & Compagnie. Ensuite, j'ai rejoint les télécoms. Je voulais pas vivre dans un monde de slides, donc je voulais faire quelque chose de concret. Puis j'étais attiré par les startups. Ouais. C'était en 98, donc c'était vraiment voilà. C'était en pleine bulle, hein, on va dire. Donc j'ai rejoint une startup des télécoms qui s'appelait ISDnet à l'époque, qui a été racheté brillamment par Cable & Wireless, qui est un grand groupe de télécommunications britannique. Qui a fait la fortune de ses fondateurs. Moi, je suis arrivé un peu trop tard, malheureusement. Mais ensuite, du coup, j'ai fait une carrière de 7-8 ans dans les télécoms, dans le marketing produit, donc création de services sur tous les types de marchés, du marché opérateur jusqu'au marché des particuliers. Notamment contribué à lancer la télé sur IP, télé sur Internet avec Neuf Télécom. Ah, c'est vous. Ouais. Ok. Et donc à la suite de cette expérience, j'avais pas abandonné quand même l'idée de start-up, donc j'ai créé ma propre entreprise, une start-up dans la télévision sur IP d'ailleurs. Alors sur un marché de niche très particulier, puisqu'il s'agissait d'équiper en système de télévision multi-room des demeures de luxe, des hôtels particuliers, une vraie niche quoi. Des chalets, des villas, des yachts. Voilà, donc ça m'a permis de rencontrer quelques personnages célèbres. Johnny Hallyday, Johnny Depp. Super. Patron de BFM. D'accord. Donc voilà, au bout de 6 ans, on a arrêté l'entreprise pour des raisons diverses. Et puis Laetitia Pufochet, qui est la fondatrice du groupe Pelham, qui est une camarade de prépa et puis une camarade d'école également, qui est une amie. On était restés en contact pendant toute notre carrière. M'a contacté donc en 2012. L'agence Word Appeal avait gagné un gros appel d'offres pour le groupe Total, pour définir la stratégie digitale du groupe Total. Et puis Laetitia, à ce moment-là, cherchait quelqu'un pour diriger cette mission. Elle ne trouvait pas, donc elle m'a contacté. Elle savait que j'étais en train de fermer mon entreprise. Elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait? Je dis, pourquoi pas, banco, on vend la caravane, allons-y. Okay. Et puis j'ai commencé cette mission, ça s'est bien passé. Ça s'est tellement bien passé que derrière on a continué d'autres missions avec le groupe Total et puis c'est devenu un des plus gros clients de l'agence. Donc voilà, finalement je suis resté et ça me plaît beaucoup. Et je crois que j'ai apporté à ce moment-là l'approche marketing en fait. C'est-à-dire que certes on n'est pas dans la communication commerciale nous, on est la communication institutionnelle, mais on vend pas des produits, des objets, mais on vend des idées. Donc j'ai appliqué en fait les mêmes méthodes de marketing qu'on applique à des produits, à des idées. Voilà. Je pense que ça a été ça mon apport à cette époque-là. Est-ce que tu peux me raconter un épisode, même bref, de ta vie professionnelle, durant lequel tu as réussi à faire bouger des lignes, quelles qu'elles soient, à faire avancer les choses, à faire changer les choses? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est assez trivial, hein, mais c'est en même temps
c'est à la fois, je veux dire, révélateur aussi du métier qu'on fait, et puis de manière générale, hein, des choses dans la vie. C'est l'outil qu'on utilise ici à l'agence pour présenter nos recommandations aux clients, par exemple, ou même faire des points d'avancement de projet. Quand je suis arrivé, moi, on utilisait PowerPoint, comme la plupart des entreprises. Moi, j'ai longtemps travaillé sous Mac, donc déjà, j'ai commencé à travailler sous Mac ici. J'ai demandé à avoir un Mac. On me l'a accordé gentiment. Et puis un jour, je vais à une présentation chez Air France, justement. Une présentation commune avec une autre agence. Une agence spécialisée dans l'UX. Nous, on faisait la production éditoriale, la conception éditoriale, mais aussi un peu de UX, l'arborescence, on va dire. Mais eux, ils faisaient vraiment les gabarits du site. Et ils font leur présentation et ils n'utilisent pas PowerPoint. Et je vois qu'ils ont des Macs aussi comme moi, et puis ils utilisent Keynote. Et ça t'énerve? Ça m'énerve pas, non. Ce qui m'énerve vient après. Ah. C'est-à-dire qu'au moment où ils présentent leur slide, très visuel, il se passe quelque chose chez le client. Je vois les réactions du client, en fait. Je pense qu'il découvre les slides, et puis dans Keynote, notamment, il y a la transition entre les slides. Il y a des effets de transition. Et là, je vois les yeux qui s'écarquillent, et j'entends des waouh. Et toi, tu passais après, c'est ça? Non, ce jour-là, on présentait pas. On était là plutôt pour être informés, puis pour réagir. Et puis je rentrais à l'agence, j'ai dit c'est pas possible, quoi. Je dis Laetitia, on peut plus faire des PowerPoint. On est une agence de communication, on doit avoir des outils qui soient au niveau de ce qu'on propose. Donc il faut qu'on essaie de passer sur Keynote, quoi. Et alors la différence entre PowerPoint et Keynote, notamment, c'est on passe du 4/3 au 16/9, donc c'est beaucoup plus immersif. Comme on passe au 16/9 aussi, on doit moins écrire, on doit être beaucoup plus visuel. Voilà, donc c'est on est obligé de changer la façon dont tu présentes. Mais c'est un impact qui n'a rien à voir. Donc on est passé à Keynote. Voilà, et donc ça, je peux dire que c'est une initiative de ma part à l'agence. Voilà, j'en suis plutôt fier, qui est révélatrice de manière générale de la façon dont en fait on influence les gens, on convainc les gens. Ouais. Voilà, on croit qu'on convainc rationnellement par les idées. Ça compte. Je dis pas le contraire, mais c'est pas forcément l'essentiel. On peut avoir des idées extraordinaires, si le médium n'est pas en accord avec ses idées, ne le sert pas, ça ne marchera pas. Au contraire, ce qui est choquant parfois, c'est que quand on a des belles présentations, les idées peuvent être médiocres, elles passeront. Et le changement d'outil était facile dans l'agence? Non, parce que la plupart des gens sont sous des PC, donc on a dû ah oui, changer tout le matériel. On a déployé des Mac en libre service pour que les gens puissent faire leur présentation dessus. Certains sont passés au Mac, mais effectivement, c'est un peu logistiquement, c'est pas évident, mais vraiment, ça fait une telle différence que c'est impératif. C'est-à-dire quand on arrive en réunion, qu'on présente, on voit que c'est nous, et ça peut pas être la présentation d'un client en fait. On voit que c'est la présentation d'un expert en fait, d'une agence en tout cas. Voilà. Très bien. Comment t'as fait pour amener ce changement? Je pense que c'était l'exemple, c'est-à-dire on a fait, je pense, quelques présentations sous Keynote. Et il suffit de voir l'impact en fait que ça a chez les clients. D'ailleurs, des clients qui nous ont demandé derrière de faire leur propre présentation sous Keynote derrière. Bah ouais, voilà. Ouais. Une fois que tu as fait ça, après ce qui s'est passé aussi, je pense, si je me souviens bien, c'est que pour des gros appels d'offres, on a demandé à nos studios de faire des présentations Keynote sur mesure. Même pour peut-être des présentations aussi que faisait Laetitia à l'occasion de prise de parole dans des séminaires, dans des conventions où elle intervenait. Voilà, elle a fait faire aussi des présentations ad hoc. Et quand tu vois le résultat que tu les présentes au reste de l'agence, les gens voient immédiatement la différence. Donc il y a un effet de contagion. Puis après, moi, personnellement, en tout cas sur les comptes pour lesquels je dirige, en fait, je demande aux chefs de projet, aux content champions, j'interdis le PowerPoint. Voilà, pour le coup... pour le coup, c'est clair. Voilà, pour le coup, c'est clair. Voilà. Et tu te souviens de résistance dans l'agence, de gens qui disent oh non, faut changer d'outil, etc. Ou ça s'est fait de manière très très simple une fois que les Mac étaient en libre service? C'était facile et fluide? Une fois c'est pas facile, hein, non, c'est pas facile. Ça demande une éducation, un apprentissage. Et puis, mais ça s'est fait finalement assez naturellement, progressivement. C'est-à-dire, il a continué à y avoir des présentations PowerPoint. Il y en a peut-être encore qui restent. Hein. Puis aussi, on a fourni aussi des templates. Donc à partir du moment où les slides, des modèles de slides existent, c'est plus facile aussi pour les gens de reprendre les choses. Mais je dirais que ça s'est fait progressivement. Mais il y a une telle différence de qualité que tu veux pas revenir en arrière en fait.
Moi, j'entends quand même un peu de détermination, même si tu l'appelles pas comme ça. J'entends la preuve par l'exemple. J'entends une espèce de force de conviction. Quand tu dis j'interdis le PowerPoint, voilà, c'est clair, quoi. Non, mais je crois beaucoup à l'action. Voilà, à l'exemple. Nous, on est dans un métier d'influence, donc moi, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, donc je réfléchis beaucoup à ça et puis je lis beaucoup sur le sujet. Et on convainc rarement par les mots, on convainc par l'action, en fait. Alors, même quand on convainc par les mots, c'est aussi l'impression physique qu'on dégage qui convainc, en fait. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose auquel on fait très attention, notamment dans le recrutement. Hein, tu peux pas être consultant si tu n'as pas une position de consultant, une posture même de consultant. Une posture de consultant, c'est d'une certaine manière, tu dois te placer au-dessus du client. Non. Mais c'est là que l'exercice est très difficile parce que c'est quand même son prestataire. Tu es son prestataire, donc c'est lui qui dirige quand même. Bien sûr. Mais c'est un peu comme la position d'un docteur, si tu veux. Il y a deux phases dans une consultation. Il y a un moment où tu écoutes, donc là tu es complètement à l'écoute du client. Et puis à un moment tu donnes le diagnostic et la recommandation. Et là il y a un changement de rôle. Là. C'est plus toi qui écoutes, c'est le client qui doit écouter. Donc tu dois physiquement aussi te transformer d'une certaine manière. Et donc tu dois parler fort, distinctement, et puis tu dois te redresser. Tu dois prendre une forme d'ascendant en fait. Wow. Voilà. Et donc je veux dire, voilà, tout te démontre. Les mots ne suffisent pas, quoi. Donc physiquement, ça doit se démontrer. Et donc, comme tu le dis, effectivement, dans le projet, si tu montres de l'enthousiasme à utiliser un outil, d'une certaine manière, les émotions sont communicatives. Voilà. Donc, voilà, si tu dégages l'enthousiasme, la détermination, t'as des chances de convaincre le reste. Tout ce que tu nous dis là, ouais. Qui j'imagine repose sur ton expérience aussi face aux clients, ouais. Etc. Ouais. Tu penses que tu l'avais tout petit ou tu l'as appris comment, cette capacité à convaincre? C'est de ça dont on parle, je crois. J'ai peut-être l'exemple de mon père, parce que mon père est avocat, donc je peux dire que j'ai assisté à de nombreuses plaidoiries à table. Hein. Des répétitions. Et pas seulement. Ouais. Ma mère est prof, donc pareil. Hein, bon, ben voilà, on a la réponse. Mais dans deux styles différents, voilà. Ouais, je comprends. Ouais. Mais ouais, je pense que ça a joué. Ça a joué. C'est vrai que j'ai toujours été à l'aise dans la présentation à l'oral. Donc, et ensuite, après, ça s'apprend aussi, hein, des choses qui s'apprennent. On a eu notamment ici, dans l'agence, une tradition qui est très intéressante, c'est qu'on a ce qu'on appelle ici des petits déjeuners tendance. Alors soit c'est des gens de l'agence qui partagent leur savoir. Ils ont remporté un appel d'offres, ils ont mené une mission importante sur un nouveau type de service qu'on n'osait pas, donc ils partagent leur savoir. Mais on fait aussi venir des gens de l'extérieur. Et une fois, on a fait venir quelqu'un de brillant qui dirige, j'ai oublié son nom malheureusement, un institut d'art oratoire, et qui nous a expliqué un peu les règles pour être un bon orateur. Et en fait, elles sont très simples. Vous avez 3 lettres. RDV. Vous avez rendez-vous avec le public. R, le regard. Toujours maintenir le contact visuel avec son public. Et ça, c'est absolument clair. Pour 2 raisons. Hein. 1, pour susciter son attention. Parce que voilà, quand on regarde quelqu'un, il vous regarde en retour. Et 2, aussi pour percevoir ce qui se passe. Pour avoir du feedback. Voilà, s'il y a un truc qui passe pas, on comprend qu'il faut répéter ou d'autres mots. D pour le dos. Dos droit. Okay. Toujours. Mais voilà, c'est cette posture dont je parlais tout à l'heure. Voilà, alors, il y a le côté posture, et puis il y a aussi un simple élément physiologique, c'est quand on a le dos droit et qu'on ouvre la cage thoracique, on respire mieux, la voix porte plus loin, qui est le 3e élément, qui est le V, la voix. Tout est dans le corps, en fait. Voilà. Bon, bien sûr, il faut connaître son discours, mais derrière, ce RDV, ce rendez-vous avec le public, là, il est absolument crucial. En tout cas, c'est effectivement super simple. C'est hyper simple, et tu retiens ça, et tu l'appliques en rendez-vous. Donc la voix, c'est quoi? Le ton suffisamment forte, c'est ça? Posée? Ouais, moi je dirais qu'il y a 2 choses. Des travers qu'on a tous, hein, moi compris. La tendance à parler pas assez fort, voilà. Et à parler trop vite. Je pense que c'est psychologique aussi. Et c'est toujours la même idée, c'est-à-dire que quand tu vas chez un client et que tu es un expert, tu dois montrer que tu es un expert. Et donc un expert, il n'a ni peur d'affirmer ses opinions, ni peur de prendre du temps au client, parce qu'il lui apporte quelque chose. Quand on a peur de s'exprimer, on parle bas,
Et quand on a peur de prendre du temps parce qu'on pense qu'on n'a pas d'importance, on parle vite. Voilà, parce qu'on ne veut pas prendre du temps aux autres. Quand on a conscience de sa valeur, on parle fort et lentement. Voilà, tu verras dans une réunion, les gens qui parlent le plus fort et qui prennent le plus de temps, c'est en général les gens les plus importants dans l'organisation. Voilà, bah c'est un peu cette idée-là, je pense, qu'il y a derrière. Super, vachement utile. Merci là, pour c'est ça. un détail très... Ouais. Mais moi-même, je m'y prends. À parler trop vite, je me dis, slow down. Vous êtes plusieurs en rendez-vous, en général, clients ou Ouais. Et du coup, vous vous contrôlez les uns les autres. Il y en a un qui fait un coup de coude à l'autre en disant « Tu parles trop vite !» Ouais, ça arrive, effectivement. En tant que moi, je le fais souvent avec les chefs de projet. Ouais, à l'issue d'une réunion avec un client, quand il a présenté, j'ai dit, voilà, bah, là, tu as parlé trop vite, ou là, tu n'as pas regardé. Ou aussi, par exemple, ce qu'on se dit quand on voit un appel d'offres, c'est attention, on va regarder la configuration le long de la salle, mais quand même, notre priorité, c'est d'être debout quand on présente. Pareil, toujours la même idée dont je te parlais tout à l'heure. Tu prends l'ascendant. Tu prends l'ascendant, donc il faut être debout. Bonne transition, tu parles des collaborateurs de l'agence. Est-ce qu'il y a une compétence ou une posture particulière que vous recherchez, je mets vous au pluriel Laetitia aussi, quand vous recrutez quelqu'un pour l'agence? Quel type en gros de compétences, de soft skills ou autres vous allez chercher? Il y a deux choses, il y a les compétences puis il y a l'attitude. Les valeurs, je veux dire. Voilà. Les compétences, on cherche l'excellence opérationnelle. Rédactionnelle. On cherche des gens vraiment que ce soit vraiment irréprochable, d'une grande rigueur en fait sur la partie rédactionnelle, parce que c'est notre cœur de métier quand même d'écrire. Vraiment, Laetitia, elle est fanatique, ou extrême de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'elle voit une coquille dans un CV ou un CV qui est mal agencé. Ça passe pas directement, c'est à la poubelle. Parce qu'il y a aussi la notion derrière que tu fais les grandes choses comme les petites choses. Donc voilà, si t'es pas rigoureux là, tu seras pas rigoureux dans ta tête, tu seras pas rigoureux aussi dans la gestion des projets. Et voilà, ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'être hyper rigoureux. Donc on cherche vraiment des gens qui ont une formation initiale de base qui soit irréprochable et donc écrivent parfaitement, quoi. Donc chez nous, il y a beaucoup de gens qui viennent de Sciences Po. On a quelques HEC, des grandes écoles de commerce, des universitaires aussi, du CELSA aussi, école de journalisme. Vous leur faites faire des tests, non? Absolument. Ouais, on a des tests rédactionnels, tout à fait. En situation, ou vous leur demandez de préparer quelque chose? C'est en situation, c'est soit des communiqués de presse, soit des tweets. Cette partie test rédactionnelle est absolument cruciale, en plus de la lecture du CV et de la lettre de motivation aussi, qui montre aussi la façon dont les gens raisonnent et écrivent. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, c'est la base, quoi. Ça, c'est fondamental. Après, la valeur de l'agence, moi je dirais la valeur cardinale, c'est l'excellence, quoi. On veut vraiment, Laetitia est très exigeante et on l'est tous un peu comme ça. Donc voilà, on supporte pas d'envoyer chez le client un travail qui soit dont on soit pas fier. Ça, c'est juste pas possible. Voilà, donc on a des niveaux d'exigence très élevés. Il faut que les gens qui nous rejoignent aient cette même ambition, quoi. Et souvent, il y avait pas mal de profils que je vois un peu de maniaque, quoi. Je dois l'avouer. Je cherchais le mot. Un peu des malades, quand même. En fait. Il y a ce profil-là de perfectionniste, quoi. Perfectionniste, un peu maniaque, quoi. Et ça, comment vous le détectez dans une phase de recrutement, par exemple? Je peux parler à mon titre personnel parce que on participe tous au processus de recrutement qui est assez rude chez nous. J'ai l'impression, il y a le CV, bien sûr, de motivation, puis il y a les tests. Et une fois que vous avez passé les tests, vous pouvez voir les RH. D'accord. Qui fait un premier tri. Et ensuite, il y a des entretiens avec les pairs, entretiens avec les gens qui sont juste au-dessus, entretien avec les directeurs de compte, entretien avec le directeur général, entretien avec la présidente. Donc au total, il y a à peu près il y a 7 entretiens, il me semble. Voilà, donc c'est assez long. Mais je pense que alors il y a deux choses. C'est c'est tellement complexe, c'est un être humain que il n'y a aucun moyen de juger quelqu'un en une demi-heure ou même une heure d'entretien seul. Il faut être à 7 paires d'yeux au moins pour voir pour se faire une idée de la personne. Et puis le fait que tout le monde voit la personne de l'agence, c'est-à-dire du plus bas niveau jusqu'au plus haut, garantit une forme de conformité culturelle, je dirais. Voilà.
ça pourrait être critiqué, c'est-à-dire qu'en gros, on se recrute les uns les autres en quelque sorte. C'est-à-dire que voilà, s'il y a je sais pas si on est très divers, comme au sens de diversité qui est promu aujourd'hui. Je pense qu'il y a de la diversité, c'est-à-dire de genre. Ça, c'est, en général, il y a moitié de filles, moitié de garçons, mais il y a quand même une vraie culture commune, quoi. Tu parlais de valeurs. Et les valeurs, voilà. Des valeurs qui se ressemblent. Ouais. Voilà, c'est ces valeurs je dirais, d'excellence. Je crois qu'on recherche ça beaucoup. L'intégrité aussi. On cherche vraiment aussi des gens qui assument complètement, c'est-à-dire qui soient responsables jusqu'au bout. Parce que c'est l'avantage et l'inconvénient des jobs, notamment de content champion ici, c'est que vous êtes très jeune, et les gens sont quand même jeunes, on recrute souvent à la sortie de l'école, hein, Ah oui. pour les content champions, ouais. Mais ils sont mis directement dans le bain et directement en relation directe avec le client. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas vécu dans le conseil en stratégie, par exemple, où quand tu commences comme consultant junior, tu n'as pas de contact avec le client, il te connaît pas. D'accord. Tu crunches tes tableurs Excel dans ton coin. Dans le noir. Dans la solitude. C'est ça. Alors que chez nous, tout de suite, tu auras le client au téléphone, tu vas aller voir le client. Donc tout de suite, tu es mis en responsabilité très forte. Donc si tu n'es pas quelqu'un qui prend ses responsabilités, prendre ses responsabilités, c'est non seulement assumer quand il y a un problème, mais c'est aussi être orienté résultat, comme on dit en anglais. On ne te demande pas juste de mettre les moyens, on te demande de délivrer, in fine. Voilà. C'est toi qui trouves les moyens. Tu te fais aider, on sera là, mais sûr, ouais. Voilà, tu dois aller jusqu'au bout du truc, quoi. Voilà, c'est vraiment aller jusqu'au bout du truc. Ça se détecte, hein. Ça demande de questions. Ça, l'excellence, bon, on leur demande de décrire des projets qu'ils ont réalisés, et puis on voit aussi les tests éditoriaux se voient. Moi, j'aime tester la curiosité aussi. Tu leur demandes ce qu'ils lisent, ce qu'ils regardent, Je leur demande si dans les 6 derniers mois ils ont essayé d'apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit à titre professionnel, à titre personnel, quoi. Le chinois, le tango, ça m'est complètement inégal, mais le tango chinois. Aussi, on leur demande aussi, ça c'est c'est notamment le directeur général de Wordapplic qui pose souvent cette question, qu'est-ce que vous avez retenu dans l'actualité récente? Voilà, parce qu'on demande aussi aux gens, nous on travaille pour des entreprises, donc s'intéresser à l'actualité politique, économique, voilà, c'est des choses importantes. Vos interlocuteurs chez vos clients, c'est direction de la communication, c'est ça? Nous on est à la direction de la communication groupe de nos clients et souvent chez les gens qui sont responsables du digital. Très bien. On va revenir à toi. Est-ce qu'il y a des choses, savoir-faire ou savoir-être, que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie professionnelle, voire dans tes études? Oui. L'art de la vente. C'est vrai? Ouais. J'étais à HEC, donc HEC ça veut dire hautes études commerciales. Mais à part en stage de première année, on n'a jamais fait de technique de vente. Ce qui est, je trouve, très dommageable en fait. Voilà, c'était même, je pense, méprisé. Voilà, c'est ignoble, quoi, la vente, c'est pas de notre niveau, quoi. Ouais, alors c'est que petit, c'est ça. c'est petit, ouais, c'est bas, alors que vraiment je l'avais déjà compris, enfin pas compris, j'avais déjà ressenti, je veux dire, quand j'étais dans les télécoms, parce que moi j'étais au marketing produit, donc j'étais en relation beaucoup avec les commerciaux, et je voyais le rôle fondamental qu'ils ont. Voilà, une entreprise, globalement, ça repose sur 2 jambes, quoi, les gens qui produisent et les gens qui vendent. Autour, entre les deux, c'est des gens qui soutiennent ceux qui sont les 2 pieds là, mais qui les aident. Mais le cœur de toute entreprise, c'est les producteurs et les vendeurs. Donc, je l'avais vu dans les télécoms, et là, dans l'agence, puisque en tant que directeur de clientèle, j'ai des responsabilités commerciales, je vois de plus près encore l'importance de ce job-là. Et c'est vraiment je regrette qu'on ne l'ait pas appris. Après, est-ce que ça s'apprend vraiment en école? Je pense que oui, parce qu'il y a quand même des techniques, Bien sûr, ouais. mais c'est vraiment un art fondamental qui est pas utile simplement dans le business, et à n'importe quel poste dans une entreprise, c'est absolument utile, parce que en fait, vendre, c'est l'art d'influencer. Donc on passe tous notre temps, toute notre journée dans nos rapports avec n'importe qui, de nos enfants jusqu'à nos managers, en passant par nos clients, voire les marchands de légumes, à vouloir s'influencer les uns les autres. Donc c'est absolument critique, quoi. J'ai entendu le jour une phrase qui était extraordinaire en plus, c'est vraiment
qui est absolument clé, c'est soit tu vends, soit tu bosses pour quelqu'un qui vend. Voilà. Ouais, donc, ça faut résume bien bien, avoir, ouais. je pense que tu veux dire. Faut bien avoir ça en tête, quoi. On imagine ton quotidien, surtout si vous travaillez sur des situations de crise, mais pas que. Vous avez des clients exigeants, vous avez vous une exigence pour vous-même, tout ce que vous délivrez, etc. Donc on imagine que ton quotidien n'est pas que de tout repos. Comment tu fais pour te ressourcer, pour retrouver l'énergie, pour retrouver l'envie, etc. Est-ce que tu as des techniques? Est-ce que tu as des routines ou pas? C'est vrai qu'on nous on vit sous la pression de la deadline permanente. J'imagine. Voilà, ça c'est, je pense, la grosse différence avec le travail que j'ai fait par ailleurs en entreprise, où on a des deadlines, mais on n'a pas, elles ne sont pas aussi proches et aussi répétées. Voilà, tous les jours, nous, il y a un truc à délivrer, quoi. Bon, c'est aussi pour ça que nos clients nous recrutent, je pense. C'est qu'on leur impose, c'est d'une certaine manière, ils nous recrutent pour s'imposer à eux-mêmes ce rythme, en fait, et pour que les choses sortent, en fait. Pour la méthode aussi, quoi, c'est ça, en fait. La méthode, ouais, et puis je te dis vraiment ce culte de je sors le truc. Et j'ai mis une date, on va délivrer, quoi. Donc, c'est le moyen de s'imposer que le truc sorte. Donc ça, c'est effectivement, c'est pas évident à vivre. C'est assez dur à vivre. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais c'est une vertu extraordinaire, c'est que les choses sortent, quoi. Donc, par contre, c'est fatigant. Donc, comment on se ressource? Comment je récupère, moi? J'ai des activités en dehors du travail. Hein. Moi, je fais beaucoup de sport. Donc, ça, c'est mon. Voilà, je fais au moins. Je fais du sport tous les jours. Waouh! 1 heure et demie tous les jours. Avant d'aller bosser? Avant, ouais. Donc, je me lève très tôt, du coup. Oui, j'imagine. Je ne veux pas savoir à quelle heure. Ça m'effraie. Moi, ça me fait peur. Donc ça me fait beaucoup de bien. Et puis j'ai découvert aussi, il y a 3 ans, j'ai découvert la méditation. Et ça aussi, ça me fait beaucoup de bien. J'avais la prière avant, quelqu'un qui prie, les deux se renforcent. Ça fait beaucoup de bien. De s'abstraire du bruit, d'être de nouveau curieux de choses simples. Voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien. Après, il y a la famille. Et je dirais, ce qui rejoint tout ça, c'est les interactions humaines. C'est bien de se ressourcer, de trouver la motivation aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir d'excellentes relations avec la plupart de mes clients, et notamment au groupe Total. J'ai vraiment des relations très, 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 très fortes avec mes clients. Et les interactions avec eux sont un plaisir. Voilà, ça me redonne la motivation pour bien travailler pour eux. On a des bonnes interactions avec des clients parce que aussi on a des bonnes interactions avec son équipe. Et honnêtement, sur Total, j'ai la Dream Team. Ils sont remarquables. Et les interactions avec eux, voilà, quand on travaille ensemble et qu'on a une bonne séance où on réfléchit à un sujet qui est épineux, on arrive à trouver une solution ensemble, ça fait un bien fou, ça. La ressource, elle vient des interactions humaines. Voilà. Même le sport, je veux dire, moi, ce qui me fait du bien, c'est aussi je fais pas du sport tout seul, je fais du sport avec des gens. Et ça fait un bien extraordinaire, quoi. Tu as sans doute en tête le nom d'une personne que tu as croisée ou que tu fréquentes encore dans ton contexte professionnel et qui t'impressionne ou qui t'a impressionné. Donc tu te dis, ouais, quand je serai grand, je serai comme elle ou comme lui. Sans nécessairement nous dire qui est cette personne, est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle fait de remarquable, de différent? Qu'est-ce qui t'impressionne chez lui ou chez elle? Il y a beaucoup de gens qui m'ont impressionné. C'est des gens qui m'impressionnent différemment, je veux dire. Laetitia, la fondatrice du groupe Pelham, voilà, c'est, je pense, quelqu'un qui est impressionnant. On le sent dans ton discours, j'étais sûr que tu allais parler d'elle. Ouais. On se connaît depuis très longtemps maintenant. Elle, je pense que c'est la détermination, quoi, la volonté de tout faire pour arriver à l'objectif, quoi. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, l'orientation résultat, le fait de... Je dirais, il y a 2 choses. La volonté de tout faire pour arriver à l'objectif, mais je pense que ça, je l'avais déjà aussi. On partage ça. Je pense qu'on a... Voilà, quand on a fait la prépa, tu connais ça aussi. Il faut un petit peu de si t'as pas ça, c'est pas possible, quoi. Voilà, c'est pas possible. Mais elle, je pense que ce qu'elle m'a apporté, je lui ai dit d'ailleurs déjà, hein, je l'ai même dit en public, c'est la capacité à voir grand, en fait. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a changé en arrivant ici, moi, dans l'agence, c'est se libérer d'une certaine manière et se dire pourquoi pas, quoi. Voilà, je peux y arriver, je peux le faire. Et à partir du moment où tu penses comme ça, pareil, il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Une fois que tu as pris conscience de ça et que tu y arrives, parce que c'est ça qui est magique, parfois. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais parfois ça marche. Là, tu te dis, ouais,
let's go. Donc ça c'est très important. Ça, c'est une leçon que j'ai retenue. Après, j'ai d'autres personnes, j'en vois chez mes clients ou ailleurs, hein, des gens qui sont des leaders par de la bienveillance, quoi. C'est quelque chose que j'ai remarqué récemment dans un contexte qui n'a rien à voir. Parce que j'ai joué à un jeu vidéo qui se joue à plein. Et puis il y a des alliances, et donc il y a des responsables d'alliance, il y a des chefs d'alliance en fait. Et il y a différents types de leaders. Et là, en l'occurrence, c'est une femme d'ailleurs. Ça m'a beaucoup surpris parce que le monde des jeux vidéo, c'est quand même assez masculin, mais là, et en plus, c'est un jeu de guerre. Donc, mais là, en l'occurrence, c'est une femme. Et j'ai vu là que c'est un leader remarquable, honnêtement. Et j'ai vu que le leader, c'est pas simplement celui qui dit où on doit aller, en fait, hein, qui donne des instructions, quoi. Le leader aussi, c'est celui qui se sacrifie, c'est celui qui se met au service du groupe et de ses individus. Et elle, c'est ça. C'est extraordinaire. Voilà. On est dans un jeu vidéo. Hein. Il y a pas, mais bon, c'est une anecdote. Hein, ces jeux. Ah ouais. Il y a des événements dans ce jeu vidéo et puis il y a des prix à gagner. Donc quand on est une alliance et qu'on a réussi à se classer à tel niveau, on gagne des prix. Et en l'occurrence, les prix sont partagés après. Mais là, en l'occurrence, elle a fait un message pour dire, bah voilà, les prix seront partagés. Qu'est-ce que vous voulez comme ressources? Parce qu'il y a des ressources, des pierres, du blé, de l'or, etc. Qu'est-ce que vous préférez comme ressources? En fait, moi, j'ai compris qu'elle s'adressait à tout le monde. Et en fait, elle s'adressait à deux personnes qui, particulièrement, étaient déterminantes pour arriver à l'objectif. Donc, j'envoie ma réponse en disant, bah écoute, moi, j'aimerais bien des pierres, j'en ai besoin en ce moment. Est-ce que tu peux m'en envoyer? Elle dit, excuse-moi, je me suis mal fait comprendre. En fait, c'est pour les deux personnes qu'on... Mais, je t'envoie quand même des pierres. Et elle m'en a envoyé un volume monstrueux. Je dis, mais attends, mais c'est pas la peine. Et en fait, j'avais même pas le temps de lui dire, c'était déjà arrivé dans mon château. Voilà, pour moi, elle est comme ça. Elle m'aurait expliqué, ça serait tenu là, parfait. J'ai dit, c'est la règle? Non. Tu n'as pas compris, c'est moi qui ai fait l'erreur de message. Je t'offre ces pierres. Et elle est comme ça tout le temps. Et donc, en fait, quand elle te demande quelque chose, tu veux pas refuser. T'as même pas envie d'en refuser, t'as envie de lui faire plaisir. Et ça, c'est une leçon. Voilà. Et parmi les clients, j'en ai quelques-uns comme ça. C'est bien. Dont une qui part à la retraite bientôt, donc je ne dis pas son nom, mais un groupe total. Ce sera triste. Voilà, la bienveillance, quoi. Ouais. Oui, ce sera très triste. Il t'arrive sans doute de conseiller des jeunes qui entrent sur le marché du travail. Je ne sais pas si ça t'arrive, qu'on te pose des questions sur c'est quoi d'être grand, d'être adulte. Qu'est-ce que tu leur dis? Mon métier, c'est de donner des conseils tout le temps, donc ça devrait être facile pour moi, mais c'est quand même pas facile de donner des conseils, notamment en matière de carrière. C'est vraiment pas facile, mais je dirais que ce que je dirais aujourd'hui est différent de ce que j'aurais dit il y a peut-être 10 ans. Tu vois. C'est possible, ouais. Vraiment, une chose dont je me suis rendu compte récemment, par exemple, c'est que dans le choix du travail, bon, il y a des choses classiques. Il faut mieux aller vers des secteurs qui te plaisent, qui te parlent, où tu peux exceller, où tu as des capacités. Mais une chose dont je me suis rendu compte récemment, c'est que le choix de la personne ou des personnes avec lesquelles tu vas travailler est absolument crucial. En fait. D'une certaine manière, tu pourrais même en faire ton unique critère. Parce que derrière vont en découler des choses. Si tu choisis la bonne personne, quelqu'un qui est à la fois ambitieux, qui est exigeant et qui est aussi bienveillant, d'une certaine manière, le reste va suivre, quoi. L'intérêt du travail, l'argent, parce que cette personne, si elle est exigeante, si elle est travailleuse, si elle est efficace, ça va réussir en fait. Donc, te mettre dans la roue, en quelque sorte, de quelqu'un qui excelle, quoi. C'est quasiment le choix numéro 1, le critère de choix numéro 1. Aujourd'hui, je dirais ça. Voilà. Il y a 10 ans, t'aurais dit quoi, par curiosité? Il y a 10 ans, j'aurais dit va là où tu peux exceller. On a parlé de soft skills, même si on n'a pas forcément dit le mot. Oui. Il n'existe pas de définition vraiment très claire du sujet. D'ailleurs, le mot gêne un peu, c'est de l'anglo-saxon, c'est dur à prononcer. Voilà. Quelle serait ta définition à toi? Pour toi, c'est quoi les soft skills? Moi, je dirais qu'il y a deux volets, je dirais. Comprendre que tout ce qui se fait dans la vie se fait quasiment se fait en coopération avec d'autres. Donc on est des animaux sociaux, donc il n'y a pas le choix. Hein. Tu peux pas ne pas jouer en fait. Voilà, faut revenir au jeu. Ouais. Non, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est tous les gens qui disent j'aime pas la politique, je veux pas me mêler de politique. Non, déjà je me toujours se méfier de ces gens-là.
c'est en général les plus politiques. On est des animaux sociaux, donc on est inscrit dans un jeu social, jeu politique. Donc, première chose, c'est être à l'écoute, bien comprendre à la fois les dynamiques de groupe, les individus, leurs attentes, etc. Et puis après, donc, les soft skills, c'est comprendre et puis être capable d'agir dans ce jeu, voilà. D'obtenir ce qu'on veut à travers la coopération. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours pro ? De continuer justement à creuser ces soft skills. Voilà, je suis dans un métier à doublement d'influence. C'est-à-dire que le métier de communication, et en particulier de communication institutionnelle, est un métier d'influence, qu'on le veuille ou non. Et moi, je suis dans la partie commerciale de ce métier, donc aussi l'influence. Donc voilà, c'est le cœur de mon métier, à double titre. Donc vraiment, personnellement, de développer ce savoir-faire-là, et puis continuer à pouvoir faire de beaux projets avec des clients ambitieux qui soient aussi bienveillants, aussi ambitieux, aussi bienveillants que ceux que je connais aujourd'hui. Voilà. Continuer à se développer de ce point de vue-là, et puis continuer à pouvoir travailler avec des gens passionnants aussi, comme à l'agence notamment. Merci beaucoup, Ismaël. Je t'en prie. Merci Je t'en prie, Amélie. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.